Merci beaucoup de m'accueillir ici à Cognac et Saint-Brice. On m'a dit, parce que je fais pas mal de veilleurs, et puis on m'invite aussi à droite et à gauche en France, et puis au Liban, je suis allé en Espagne, Belgique, Martinique. On m'a dit que vous étiez particulièrement engagé dans la manif pour tous, donc pour moi c'est d'autant plus un plaisir de savoir qu'il y a un terrain militant et qui se sent concerné par toutes les questions de société qui nous concernent actuellement en France, et je pense que c'est mondial aussi, c'est un mouvement mondial. Alors, ce soir, oui, comme il vous a été dit, Clémence vous a dit que je ne parlerai pas, que c'était une première pour moi de parler des bobos bisexuels. Je suis tout content parce que c'est un thème, en effet, qui a l'air comme ça un peu étrange. On se dit, mais pourquoi? D'ailleurs, on a vu des journalistes juste avant cette soirée-là, et il y a un journaliste qui commençait à s'énerver sur le terme bobo bisexuel. Il ne comprenait pas le thème, il commençait à s'énerver. Et je crois que il y a une curiosité autour du phénomène bobo, à la fois c'est un terme qu'on emploie beaucoup maintenant, et puis qui agace parce que c'est associé à des clichés, donc les gens sont tentés de mépriser ce cliché-là, et ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'expliquer les clichés. Il n'y a pas de clichés sans feu, et que les clichés de notre époque peuvent nous dire comment fonctionne notre monde. Et là, on est dans une phase de notre opposition à tous les projets de loi qui défigurent l'humanité. On est tenté de se décourager et de se dire, mais comment on peut faire comment on peut, par notre parole, toucher les gens et qu'ils comprennent pourquoi on s'est opposé au mariage pour tous, et comment on peut faire pour freiner toutes les lois là, qui arrivent sur l'euthanasie, PMA, GPA, le gender aussi à l'école, donc toutes ces lois-là qui nous éloignent du réel et puis qui nient l'humain. Et je crois qu'un des meilleurs moyens, c'est de ne pas partir de nos propres définitions ou de nos propres théories ou explications qui sont parfois, je veux dire, très nettes. On est, pour certains, des experts, on sait parler de sexualité, on sait parler, mais en revanche, on n'a pas pris le temps d'aller sur le terrain, sur la prairie d'à côté, sur le terrain de ces gens qui, pour beaucoup, sont ignorants, plus que malfaisants, malveillants, et qui, appuient certaines lois par solidarité, par bonne intention, et ils ne comprennent pas pourquoi on s'oppose à ces lois-là, et ils sont dans le registre plutôt affectif. Dès qu'on commence à rentrer dans les théories, dans les mots, on les perd très très vite. Donc, le meilleur moyen pour les atteindre, je crois, c'est de parler leur langage. Et aussi de leur montrer un miroir d'eux-mêmes. Parce qu'ils ne veulent pas se voir. Ils foncent, ils fonctionnent par coup de cœur, mais ils ne se voient pas. Et la grande force de mes conférences, c'est qu'en fait, plutôt que d'expliquer des théories ou de partir de ce que je sais, il y a des vérités vraies, j'explique le camp d'en face. Et en général, c'est très efficace, parce que un miroir, on peut pas déjà, ça peut agacer, mais ça peut faire rire aussi, puis ça donne de toute façon à réfléchir. Et là, les bobos, c'est vraiment ça. Les bobos, c'est ça, parce que je vais vous expliquer, ce que j'en ai vu, ça reste une grille de lecture, mais je vais vous expliquer ce qu'on voit même quand on met la télé et qu'on entend des pubs, ou les clips qu'on voit, les chansons, tous les messages, je dirais subliminaux, qui défendent en fait une humanité sans l'homme, une humanité sans Dieu, et puis sous couvert de solidarité, d'écologie, mais bon, l'écologie sans l'homme, finalement on ne défend plus la nature. Mais en tout cas, voilà, que ce soit pour l'homosexualité, ou plutôt que de parler de manière très extérieure de l'homosexualité, j'ai fait un dictionnaire des codes homosexuels, que vous pourrez voir sur mon site
L'araignée du désert, c'est mon blog, l'araignée du désert. Alors ce soir, je ne vous parlerai pas d'homosexualité, mais en tout cas, je suis rentré dans le monde homosexuel. J'ai écouté mes amis, et puis j'ai dit toutes les images qu'on retrouve d'une œuvre homosexuelle à une autre, ou d'un vécu d'une personne homosexuelle à une autre. Donc vous voyez, j'y suis allé, j'ai franchi une frontière, quoi. Et je pense qu'en allant vers ceux qui n'iront pas, qui ne viendront pas vers nous, je pense qu'on découvrira toute la... on réadaptera notre discours. On ne cherchera plus à convaincre les autres de nous comprendre, ce qu'on fait maintenant, je trouve, encore trop, mais on essaiera d'aller vers l'autre, à la rencontre, et d'employer ses mots, et de lui expliquer ce qu'il vit, et puis il nous aidera aussi à comprendre, enfin à reformuler, pour que finalement on compose ensemble un discours commun. Et pour l'instant, dans notre mouvement d'opposition, voilà, nous on a essayé de plaquer sur eux notre vision de la filiation, de la famille, et eux ils ont essayé de plaquer sur nous leur vision sentimentaliste de la famille, de la filiation, de l'amour, et on ne s'est pas compris. Donc, nous, on a les moyens d'aller vers eux. Eux, ils n'ont pas forcément la simplicité de venir vers nous, parce qu'ils se disent, voilà, ils sont contre une loi qui passe en notre nom ou au nom de nos amis, donc ils sont contre nous. Donc eux, ils n'auront pas forcément la démarche d'aller vers nous. Et ils nous taxent souvent d'homophobes, ils sont très violents, souvent insultants. Donc, si eux ne peuvent pas, c'est à nous de rechanger, de modifier notre discours. Et c'est pas simple, parce que nous, on arrive avec un bagage culturel, avec un bagage intellectuel, et on a envie de se faire comprendre. Et en plus, on s'indigne à raison, parce qu'on voit pas mal de choses. Donc voilà. Je vous dis ça parce que j'étais chez les veilleurs il n'y a pas très longtemps à Paris, et pendant qu'on discutait sur la beauté de la conscience, la beauté de l'engagement, etc., juste à côté, les gens, de quoi ils parlaient, d'hétérosexualité, d'homosexualité, ils sont loin des longues dissettes sur la conscience, sur la mémoire, sur la mort, sur la liberté de conscience des mères. C'est important, je ne dis pas du tout que ce que l'on défend ne doit pas être défendu, je dis simplement que pour les gens, ils sont bassement terre-à-terre, et eux, c'est homophobie, discrimination, amour, sentiment, hétérosexualité, homosexualité, ils ne sortent pas de ce cadre-là, donc c'est à nous de parler de cet homme-là. Voilà, donc... Ce soir, je ne vous parlerai pas d'homosexualité, mais peut-être que demain, pour ceux qui viennent au veilleur, il y aura des questions sur l'homosexualité spécifique ou sur l'homophobie, même si c'est des thèmes, ça mériterait une université d'été. En revanche, alors, par rapport à la à la boboïtude, la bobo-attitude. Alors, je vais vous donner quand même, je vais partir d'une définition, et je vais vous expliquer pourquoi c'est lié à l'homosexualité. Alors, déjà, bon, moi, je me sens homosexuel depuis l'âge de 10 ans, mais je ne me définis pas par ma tendance. Hein. Et je le dis bien, je ne suis pas un homo, je ne suis pas même un homo abstinent, je suis Philippe, un homme, habité par un désir homosexuel plus ou moins durable. Voilà. Et je suis un enfant de Dieu. C'est ça ma vraie identité, c'est celle donnée par la différence des sexes, je suis un homme, et celle donnée par la différence entre créateur et créature au niveau vertical. Donc j'ai la chance de le savoir, je suis enfant de Dieu, je suis aimé de Dieu. C'est ça qui me définit. Après, le désir homosexuel, il peut être profond en moi, mais il n'est pas fondateur ni fondamental. Même si, voilà, il conditionne mon identité, et les personnes que je rencontre, mes désirs, etc. Mais c'est pas ça qui me définit. On ne définit pas une personne et on la réduit pas à sa tendance sexuelle, aux personnes qui l'attirent. Nous ne sommes pas les personnes qui nous attirent. Et nous ne sommes pas notre pratique sexuelle non plus. Voilà, on n'est pas
des bites sur pattes ou des vagins sur pattes, en gros, c'est ça. Donc, voilà, je parle de l'homosexualité comme quelque chose qui fait partie de moi, mais qui ne me définit pas entièrement. Et c'est très violent. On est dans une société qui nous définit selon notre orientation sexuelle. On n'est plus homme ou femme, on est homo-hétéro. On ne se rend pas compte de cette violence-là, parce que on gomme en nous cette sexuation, femme ou homme, donc on ne nous reconnaît plus dans notre identité corporelle, sexuée. Et puis en plus, on nous réduit à notre désir du moment, à nos envies du moment. Donc on fait de nous des bêtes. Donc on ne trouve pas ça violent ou insultant, mais ça l'est. Et alors, par rapport aux bobos, en fait, ils ont un problème, les bobos, c'est qu'ils fuient la différence des sexes. Pour eux, l'important c'est d'aimer. Donc, quel que soit le sexe de la personne aimée, du moment qu'ils sont attirés par elle, eh bien, ils trouvent ça normal. Donc, ils banalisent la différence des sexes. Et puis, ils rejettent la différence entre créateur et créature, puisqu'ils se considèrent comme leur propre origine. Donc, ils rejettent vraiment les deux fondements de leur identité. C'est ça le propre du bobo. Alors, bobo, ça veut dire bourgeois bohème. Donc, ils sont bourgeois, hein, ils vivent pour le paraître. Ils ne sont pas nécessairement riches, parce qu'on peut être riche sans être bourgeois. Hein, on peut être riche et partager, on peut être riche et voilà, faire du bien aux autres. Le bourgeois, c'est quelqu'un qui vit pour le paraître. Donc ils sont bourgeois, mais en même temps, ils ne veulent pas le voir. Ils ne veulent pas voir qu'ils sont bourgeois et qu'ils sont malheureux parce qu'ils vivent pour l'image. Et donc ils cultivent une décontraction, une décontraction apparente. Hein. Donc ils se la jouent bohème. Hein. Donc c'est ce qu'on appelle les bourgeois bohèmes. L'expression elle est toute récente, elle vient de David Brooks en 2000. Pile l'an 2000, donc c'est facile à retenir. C'est aux États-Unis que donc le concept est arrivé. Et en fait, on a réduit les bobos déjà aux Parisiens, c'est-à-dire à ceux qui vivent en ville, et puis qui consomment du bio, qui sont écolos, qui roulent en Vélib, et qui boivent du thé, et qui sont un peu globetrotters, donc qui sont bohèmes, hein, donc qu'on voit dans les milieux artistiques, le milieu humanitaire, etc., mais qui en même temps sont dans l'image. Et qui sont prêts à partager, mais avec l'argent des autres, ou qui sont prêts à... dans l'idée, ils sont très humanistes, mais accueillir les Roms dans leur jardin, pas trop. Hein. Donc, c'est des gens qui sont dans la bonne intention, mais pas dans l'amour en pratique. Alors, moi, je ne rentrerai pas dans les clichés bobos les plus connus, parce que le bobo, de toute façon, ne se considère pas comme bobo. Et dès que quelque chose devient étiqueté bobo, il le fuit. Parce que pour lui, le bobo, c'est l'anticonformiste par excellence. Il ne veut pas être comme les autres, il veut être original tout seul, hein, et avec son élite. Donc tout ce qui va être étiqueté commercial, non. Et même ce qui est étiqueté bobo, pour lui déjà c'est une étiquette qu'on lui colle dessus, donc il ne va pas s'y identifier. Donc en fait le bobo c'est un être qui n'existe pas. Hein. Déjà je tiens à le dire, les bobos ça n'existe pas, c'est un personnage. Et on devient tous bobos, on est tous bobos quand ça va pas. Quand ça va pas, quand on est triste, quand on cherche on nie Dieu et qu'on rentre dans le paraître. Donc on est tous bobos. Donc là je suis pas du tout en train de... l'intitulé de la soirée c'est voilà, les bobos bisexuels sont-ils des despotes? Bon, les bobos ça n'existe pas. En revanche, ce sont des réactions, ce sont des attitudes qui sont bobos. Et nous pouvons tous être bobos quand on rentre dans l'image et quand on recherche l'origine, mais sans Dieu et sans la différence des sexes. Alors que
notre origine vient de Dieu et vient de la différence des sexes. Alors, pour 5 lettres qui composent le mot table, donc T, A, B, L, E, pour définir le bobo, si vous pouvez les retenir, c'est pas mal. Alors, le bobo, il est triste. T, il est triste. Il n'a pas d'humour, il est triste. Le bobo, A, il est athée. Donc il rejette souvent Dieu, même si il est dans une recherche de spiritualité. J'ai une amie qui m'a donné pour moi la meilleure définition du bobo. Chez le bobo, tout est rituel, rien n'est sacré. Donc en fait le bobo va reprendre exactement ce qu'il comprend de l'Église catholique, mais il va le rendre profane. Je vous donnerai des exemples avec les bougies, par exemple. Le bobo, par exemple, quand il prend son bain, il va entourer sa baignoire de bougies, il va mettre de l'encens, il est dans son église, donc il reprend l'encens et la bougie de l'église, mais après, sans référence à Dieu, si vous voulez. Donc chez le bobo, tout est rituel, il a plein de rituels, rien n'est sacré. Donc, A de athée. Alors je répète, triste, athée, ça compose le mot table. B comme bisexuel. Le bobo, en fait, pour lui, la différence des sexes, c'est un carcan. C'est un carcan, c'est la domination de l'homme sur la femme. Et comme lui, il est ouvert à tout, il nie les limites, notamment la limite de la différence des sexes. Donc les bobos sont prêts à défendre un hédonisme au niveau de la sexualité. On est open, on va tous coucher ensemble, on ira tous au paradis, et finalement, pourquoi s'engager dans un mariage monogame, et pourquoi se fermer des portes, la fidélité trop ringarde, et puis pourquoi juste se contenter d'un seul des sexes, si on peut vivre l'amour tous ensemble, donc no limits. Donc la pensée bobo est très bisexuelle. Et je vais vous le montrer parce qu'on voit souvent le motif du trio, c'est-à-dire 2 hommes et puis une femme. Donc dans nos chansons, clips, documentaires, etc., de plus en plus, la figure du trio apparaît comme une forme d'homosexualité latente, mais qui finalement est masquée par la vie commune à 3. Le trouble. Quatrième lettre, c'est L, donc libertaire. Ils sont pour la liberté, et pour eux, leur vision de la liberté est déconnectée du réel. C'est-à-dire que la liberté, pour eux, c'est obéir à ses pulsions, et assouvir ses envies du moment. Surtout pas se restreindre. Et dernière lettre, égocentrique. E de égocentrique. Donc je répète. Triste, athée, bisexuel, libertaire, égocentrique. Ça fait table. Égocentrique parce que le bobo aime tout le monde, mais pas son prochain. Donc, il défendra le pauvre du bout du monde, mais certainement pas ou peu son voisin de palier. Donc, c'est un humanisme qui en apparence a l'air très très beau, mais qui, comme il est vidé de sacré, il est vidé d'humain aussi. Alors, juste avant de vous décliner les 46 codes bobo, pour que vous puissiez les identifier et qu'après je vous montre des extraits vidéo, où vous allez pouvoir participer et me dire qu'est-ce que vous avez identifié là sur tel ou tel aspect des bobos. Je voudrais vous parler du gender, parce que, en fait, donc le gender, là, j'ai l'impression qu'on s'est un peu crispé sur le mot gender, alors que ceux qui le vivent et ceux qui s'y adonnent ne savent pas qu'il s'appelle comme ça. Ce qui est embêtant. Et en plus de ça, ceux qui savent qu'ils appliquent le gender sont contre. Donc ils ne comprennent pas que nous, on soit contre et qu'on a l'impression de s'opposer à eux, puisque eux-mêmes sont contre. Il y a des circulaires qui allaient passer là, dans les établissements scolaires. Il y a des phrases, textuellement, c'est « nous sommes contre le genre ». Et
pour eux, donc, le genre n'existe pas. Madame Vallaud-Belkacem, elle dit que le genre n'existe pas. Et qu'en même temps, quand il existe, ils sont contre. Hein, puisqu'ils disent pas de genre à l'école, pas de rose pour les petites filles, pas de bleu pour les petits garçons. Donc pas de genre, pas de distinction de genre. En fait, c'est qu'ils confondent le genre sexuation, femme-homme, avec le genre paraître, hein, qui peut changer parce que c'est le genre grammatical, c'est le genre masculin ou féminin qui peut être attribué à un homme ou à une femme, hein, c'est le genre publicitaire, donc qui est variable. Donc pour eux, ils sont contre le genre image, hein, mais qu'ils ont confondu avec le genre sexuation. Donc ils sont contre aussi la sexuation. C'est ça le problème. Mais en soi, ils sont contre le genre comme nous. Pour ceux qui savent ce que c'est. Pour les autres, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, et je crois qu'il va falloir qu'on les rejoigne, c'est pas que ça sert à rien de parler du genre, mais il faut comprendre qu'en fait, il faut parler d'autre chose, en plus du genre. Il faut parler des sentiments. Pour eux, c'est l'amour. C'est les sentiments, le gender. Et c'est les sentiments, le ressenti du moment, voilà. Donc, le sentiment, ça oscille, hein, forcément, c'est pas stable. C'est une énergie, c'est une puissance, mais qui ne peut pas se définir, qui peut difficilement se définir, qui est marquée par le flou. Donc en fait, les promoteurs du genre sont des promoteurs de l'identité désincarnée et de l'amour désincarné. Donc il ne faut pas que ce soit sexué, et puis il ne faut pas que ce soit défini. Hein. On n'est ni homme ni femme, on est ce qu'on ressent, c'est une affaire de point de vue. Hein. C'est le désir individuel et la conscience individuelle, le ressenti individuel qui vont définir le réel, selon le gender. Et donc, voilà, il faut que vous sachiez simplement que parler du gender, pour ceux qui l'appliquent, ça ne leur parle pas. Parce qu'ils savent pas ce que c'est. Il n'y a que ceux qui luttent contre qui savent ce que c'est. Quasiment. Et puis ceux qui ont des chaires universitaires aux États-Unis et maintenant un peu à Bruxelles. Mais sinon, les études de genre, ça ne parle qu'à une petite élite. Donc pour ceux qui l'appliquent sans savoir, il suffit de leur dire simplement qu'ils fuient la différence des sexes et qu'ils fuient la réalité tout simplement. Donc ils croient en l'amour, ça y a pas de problème, mais l'amour incarné, non. L'identité incarnée, non plus. Mais voilà. Le gender au niveau artistique, il ne s'appellera pas gender. Il s'appellera queer. Queer, ça s'écrit Q-U-E-E-R ou camp. C'est comme le camp. Je suis allé beaucoup voir des pièces de théâtre. Là, je crois que j'en ai vu plus de 500 sur l'homosexualité. Et puis des festivals aussi de cinéma. Il y a un festival de cinéma à Paris qui s'appelle Chéri Chéri. Il n'y a pas de catégorie gender ou genre. Même s'il y a quelques films qui s'appellent le genre qui doute, il faut toujours que ce soit même le genre qui se pose lui-même en question, qui se détruit, qui se reconstruit. Enfin, en revanche, dans les catégories de films, chaque année, donc le festival Chéri Chéri propose des films à thématique à majorité homosexuelle, mais plus largement désirante. Désirante, c'est le désir. C'est désir, c'est très flou. C'est tous les désirs qui mériteraient de s'appeler pulsion. Donc il y a la catégorie gay, lesbien, et puis queer. Queer. C'est-à-dire tout ce qui est expérimental au niveau du désir, au niveau sexuel. Donc c'est une grosse salade. C'est une grosse salade de gens qui savent plus qui ils sont et qui veulent tout tester au niveau sexuel. Voilà. Aucune limite. Donc, le gender prend divers noms, hein, mais ce n'est pas le gender, enfin, ou très peu le gender.
À Bruxelles, oui, mais sinon, c'est plutôt, voilà. Pour Monsieur Tout-le-Monde, ce sera l'amour, les sentiments. Et puis pour les beaux-arts ou les artistes ou les théâtreux, ce sera Queer Kampf. Voilà. Globalement, et maintenant je vais vous présenter les codes. Où est-ce qu'on nous amène? Où est-ce qu'on nous amène socialement? Je crois, dans nos fictions, dans les discours sociaux, qu'on veut faire de nous tous, en acte, des bisexuels, et dans les discours, des amoureux. Et que nous vivons donc dans un pré-contexte de dictature. Je ne dis pas une dictature, on est dans un pré-contexte de dictature de la bisexualité asexualisante. Donc, comme je vous disais, en acte, on est tous invités, c'est proposé, hein. Mais bon, en même temps, comme on ne propose pas autre chose, c'est imposé, d'être tous bi, c'est-à-dire l'amour n'a pas de règles, l'amour n'a pas de loi, je peux tomber amoureux d'un homme ou d'une femme, j'aime, je fais ce que je veux. Donc, en acte, tous bi, mais il ne faut pas le dire. Il ne faut pas mettre d'étiquette sur l'acte, parce que c'est un peu honteux. Donc, dans les discours, on va dire qu'on est tous des anges asexués, amoureux. Voilà. C'est là où on nous entraîne. Et ça, c'est très marqué dans tous les discours sociaux. Donc, ça rentre dans le transhumanisme, décrit par notamment Tugdual d'Erville, c'est-à-dire un humanisme sans Dieu et sans la différence des sexes. Un humanisme désincarné. Donc, qui a l'air comme ça très positif, hein, très sucré, très planant, très artistique, très ouvert, et qui en fait nie l'humain, ni la sexuation femme-homme, et puis nie notre état de créature de Dieu. Donc limité, mais en même temps aimé. Et donc, il y a quelque chose d'extrêmement mortifère dans la bobo-attitude, hein, chez les bobos, c'est que, en fait, ils recherchent l'origine, mais en la niant, sans s'en donner les moyens. Ils recherchent l'amour sans les corps. Ils recherchent... donc, en intention, les bobos, ils sont merveilleux. Hein. Ils sont même touchants. Ils sont sincères. Mais ils ne sont pas vrais. On peut être sincère sans être vrai. On peut vouloir le bien sans le faire. On peut vouloir l'amour sans le reconnaître. Sans reconnaître que ses limites, c'est le corps. Ses limites, c'est la liberté de l'autre. Ses limites, c'est la sexuation. Ses limites, c'est l'enfant. Donc là, je vais vous montrer un petit peu comment notre monde déprime, parce qu'il recherche des choses justes, mais en fuyant les bons moyens. Donc l'homme a différentes manières de déprimer. Donc on va voir comment... Alors je vais vous parler des 46 codes, et puis après je vais vous montrer un petit peu, parce que une fois qu'on les identifie, ça nous saute aux yeux. Et je suis content qu'il y ait toutes les générations là ce soir, et je ferai mon topo aussi quand je parle devant des lycéens, parce que c'est juste un miroir de ce qu'on regarde et qu'on trouve ça génial, et qu'en fait on se fait juste avoir, parce que ce n'est pas de l'humanisme qui est défendu, c'est une destruction de l'homme, hein, mais sous une apparence quand même très sucrée, hein, voire peinte en vert. Donc ça a l'air positif, ça a l'air solidaire, et en fait comme on nie la différence des sexes et comme on nie Dieu, et bien du coup c'est extrêmement misanthrope, extrêmement violent. Allez, on y va. Alors, donc, je vous disais, les bobos, donc c'est les nouveaux matérialistes. C'est les nouveaux matérialistes, puisqu'ils sont bourgeois, ils vivent pour le paraître, et en même temps ils le rejettent, ils font semblant de le rejeter. Hein.
en cultivant une apparence de pauvre, bohème, Yannick Noah qui marche pieds nus dans la ville. Voilà. Donc, pour lui, c'est pas grave d'être riche à partir du moment où ça se voit pas. Donc, il cultive une apparence baba cool. Les baba cool, donc un peu mai 68, hippie, voilà. Donc, ce sont des matérialistes, mais qui ne veulent pas le montrer. Donc, ils sont bisexuels. Comme je vous expliquais, donc il y a pas mal de films là. Je vais vous montrer un film qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. C'est Hump Day. Ça s'appelle Hump Day. C'est deux hommes qui sont présentés comme hétéros, qui sont barbus, hein, parce que le bobo est barbu, et qui... et, je rigole. Et qui, sur un pari, vont tourner un film porno. Vont tourner un film porno homo. C'est un film qui est tout récent, il date de l'année dernière, et qui a reçu une récompense pour le festival Sundance. Parce que donc, vous voyez, il y a des festivals de cinéma qui sont hyper bobos, donc ils se veulent alternatifs, non conventionnels, anti-clichés, etc. Et puis qui en fait rentrent complètement dans la caricature, hein, puisque vous allez voir que tout ça, c'est bourré de clichés en fait. Donc ils fuient un cadre pour en imiter un autre. Hein. Donc ils ne sont pas libres. Bref, mais donc le festival Sundance, c'est le festival de films art et essai aux États-Unis, donc top bobo. Et puis nous, notre équivalent en France, c'est le festival de Cannes, bravo. Donc voilà, le festival Sundance, c'est notre festival de Cannes français, hein, en gros. Donc c'est tous ces films pseudo-dérangeants, pseudo-provocateurs, pseudo-nouveaux, qui sont en fait que des clichés et de la pensée unique. Alors on va regarder ça. C'est juste une bande-annonce. Et vous allez voir à quoi un peu ressemble le bobo. Non. J'y vais. Yep. I'm Ben. I'm Andrew. And we're about to make this movie here. Yeah. We're old friends from college. We've kind of gone down different roads in life. I got married and have a really nice house and wife and stuff. I got a call from Andrew. He met someone, and now he is hanging out at her house. Évidemment, ils ne peuvent pas la passer, celle-là. C'est la raison, là. Donc, c'est les... I feel like I should go. It's like you guys talk about how fast you have a amateur porn. Oh, yeah. I'm making You're gonna make an art film. Okay. An erotic art film. This is what we're doing. What are we doing? You and me. I'm gay. You would have sex with me on film for this project tomorrow night. Absolutely do this. It's an art festival that is about reclaiming pornography. Is somebody having sex in his film? Yes, as far as I understand. I just have to say, like, that's astoundingly open-minded of you. The movie tomorrow is you and Ben having sex. Shut the fuck up, dude! Right now! Hey, okay. You said you were going to tell her if she said she knew, and then I just talked about it, and I guess she didn't know. Ready? 5, 4, 3, 2, 1. Yeah, that was awful. This is gonna be hard. Yeah, that puts a little wrench in the works, doesn't it? Voilà, donc avez-vous déjà essayé votre meilleur ami, hein, comme un pull donc, on a un discours très bisexuel qui passe pour sympa, petit délire, défi, jeu, et qui en fait n'est pas un jeu, parce qu'il y a des gens donc, déjà qui ne voient pas la différence entre une soirée alcoolisée et puis une histoire d'amour sérieuse. Et puis surtout, ils encouragent en fait. Derrière le délire, ils encouragent à briser l'amitié et à tout essayer, hein, même les amis.
Donc, on a un discours comme ça qui est très présent maintenant dans les cours d'école, les lycées, les facs. Laurent, ça fait l'air trop curieux. C'est-à-dire, on nous dit que la bisexualité, c'est pas grave. C'est une expérience, c'est un jeu, c'est un essai, c'est une aventure. On nous prévient absolument pas des risques de la violence, en fait, de l'éjection de la différence des sexes. On nous dit, différence de sexe là, pas là, peu importe, ça va se décider dans la relation. Alors qu'en fait, quand on éjecte la différence, c'est toujours violent. Toujours violent. Et que ce qui permet de ne pas vivre cette violence-là, de l'éjection de la différence des sexes, c'est seulement l'amitié désintéressée. Et là, on ne présente pas une amitié justement désintéressée. Donc, les situations concrètes de bisexualité sont très dures à gérer, parce que c'est des doubles vies, c'est un flou déjà identitaire, c'est des doubles vies, et là c'est complètement banalisé. On ne nous dit pas que la bisexualité c'est pas serein, ni identitairement, ni amoureusement. Et donc voilà, donc là c'est ce genre de film qui nous donne une vision faussée et rigolote de la bisexualité. Et ils sont présentés comme hétéros. Alors, ce qui nous handicape beaucoup, c'est ce terme d'hétérosexualité. Alors, pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai créé le site Catho Uni contre l'hétérosexualité, parce que pour moi, voilà, les couples femmes-hommes qui s'aiment ne sont pas hétéros, et que les hétéros, c'est pas que pour moi, hein, les hétéros sont définis par leur orientation sexuelle et ils sont très bisexuels. Et ce genre de film le montre. C'est-à-dire que les hétéros sont prêts à toutes les expériences. C'est des personnes qui ont tellement sacralisé l'altérité qu'ils sont prêts à toutes les altérités, sauf l'altérité des sexes. Quasiment. Mais si vous regardez bien dans les discours sociaux, tous ceux qui essayent de faire passer les lois pro-gay se basent sur le fait qu'on soit hétéro. Donc ils nient qu'on soit homme ou femme, et qu'on soit homme ou femme pour s'aimer dans la différence des sexes. En revanche, ils se basent sur l'hétérosexualité. C'est leur seul pare-feu pour justifier leur revendication sur l'homosexualité. Ils disent, je vois pas pourquoi vous refusez aux homos ce qu'on attribue aux hétéros. Alors que l'hétérosexualité, c'est un terme biaisé. Pour ceux qui liront mon livre, la partie hétérosexualité est très importante, mais elle est à tel point importante qu'il va falloir que je réécrive mon 3e livre sur rien que l'hétérosexualité. Parce que l'Église ne la défend pas, jamais. Et c'est pas pour des prunes. C'est pas pour des prunes. Parce que, voilà, on ne se définit pas selon son orientation sexuelle, on se définit selon sa sexuation femme-homme et selon l'amour de Dieu. Voilà. Donc l'hétérosexualité, c'est la copie temporaire de l'homosexualité, l'antithèse temporaire de l'homosexualité. D'ailleurs, c'était des termes, quand ils ont été créés à la fin du 19e, qui étaient quasi synonymes. Les hétéros, c'était des personnes bisexuelles, en fait, qui étaient attirées par les deux sexes. Donc, je sais que c'est compliqué à expliquer comme ça, de manière réduite, mais en tout cas, sachez que si vous défendez l'hétérosexualité, on vous hurlera dessus et vous serez inaudible, parce que derrière il y a une violence. Et il y a cette violence-là en fait de la bisexualité. Et les hétéros des films sont très homo. Donc servez-vous de ce que vous voyez dans les films pour voir que pour les gens, à la fois ils diabolisent l'hétérosexualité et en même temps ils y tiennent absolument parce que c'est le facsimilé de l'homosexualité. Historiquement et symboliquement, ce sont deux désirs de fusion et violent. Alors, donc le premier code c'était baba cool bisexuel. Le deuxième code, haine du banquier, du commercial ou du politique. Donc le bobo, il supporte pas le banquier, il supporte pas le pouvoir, il supporte pas l'argent, les richesses. Hein. Alors que voilà, la politique n'est pas diabolisée, elle est belle quand elle est au service du bien commun et des pauvres et des plus fragiles. Pareil, les richesses ne sont pas diabolisées non plus, mais bon, lui, voilà, le bobo est contre ça. Et on est dans un climat particulièrement hostile aux chefs d'entreprise, aux hommes politiques, aux banquiers,
Voilà, et on vit une crise, c'est pas pour des prunes, hein, c'est qu'on est contre tout ce qui est richesse, pouvoir, loi, etc. Troisième code, j'en ai 46, je vais essayer de les répertorier, mais là j'ai envie de m'arrêter à chacun, et après, mais bon. Donc, ça c'était le premier grand point, la contradiction des nouveaux matérialistes bisexuels. C'est qu'à la fois ils sont matérialistes et anti-système. Deuxième point, donc les bobos, c'est la déprime spirituelle. Donc comme je vous expliquais, ils se coupent de Dieu, et puis après ils pleurent. Et ils font semblant de croire quand même. Mais bon, avec leurs propres moyens. Donc ils imitent tous les rituels cathos. Alors, premier code, c'est « je suis vivant ». Donc dès que vous entendez dans une pièce ou dans un film, le personnage qui insiste beaucoup sur le fait de se sentir vivant, « je suis vivant ». Donc ça, pour moi, c'est la phrase typique du gars qui se sent pas, qui se sent plus, qui sait plus ce qu'il vit, mais comme il vibre, c'est son seul moyen de se sentir encore en vie. Il sait plus pourquoi il est là, et qu'il va dire, ben voilà, je suis vivant. Parce qu'il ne se sent plus en vie, c'est un zombie quelque part. Autre code donc, de la déprime spirituelle, les objets, paysages et animaux parlants. C'est-à-dire que le bobo fait parler les objets. Il leur donne une âme. Et dans les pubs, c'est très marqué ça, hein, les objets qui parlent, les animaux qui parlent. Et puis quand le bobo se balade et qu'il déprime, il tutoie les arbres, il cause aux étoiles qui sont témoins de son être vivant. Je suis vivant. Je crois pas, mais je crois pas en Dieu, mais bon, moi je me sens respirer, mon cœur bat, et donc il fait parler les animaux. Donc il y a une forme d'animisme ou de panthéisme. Il ne croit plus en l'homme, mais bon, les animaux, tout ce qui l'implique pas beaucoup, hein, ça, il leur prête plein de sentiments. Hein. Donc il y a pas mal de scènes de films où voilà, le personnage est en voiture et puis il voit les cloches de l'église sonner et les murs lui parlent. Ah, ces murs ont une histoire. Voilà, il cause un arbre. Voilà. Autre code bobo de la déprime spirituelle, c'est petit rien qui font ses petits tout. Donc il va miser sur tout ce qui est petit, les objets de peu. Donc il va chiner dans les brocantes et choisir une vie même un peu spartiate pour se prouver que voilà, c'est quelqu'un d'humble. Donc là, c'est une parodie d'humilité, hein, qui n'est pas liée au service de Dieu et des hommes, mais c'est plus un esthétisme du dépouillement. Donc tout ce qui est petit. Tout ce qui est petit, c'est petit rien. Voilà, je raconte que j'ai mangé une pomme et que voilà, j'ai cueilli des bouquets de fleurs. Attendez, je vous fais écouter la chanson de Céline Dion. Céline Dion, parce qu'il y a plein de chanteurs qui ont leur face bobo et qui en plus vivent pas du tout ce qu'ils décrivent. Parce que Céline Dion, à mon avis, elle a pas une quatraine et elle vit pas, elle mange pas des pâtes tous les jours. Donc, alors attendez. C'est une esthétique. Allez, on y va. Céline Dion, je t'aime encore. Désolé pour les fans de Céline Dion, moi j'aime bien Céline Dion. Même si elle est bête, j'aime bien. Alors, Céline Dion, je t'aime encore. Écoutez les paroles, ça vaut son pesant d'or. Mince. Donc, elle raconte ce qu'elle fait. C'est des petites actions quotidiennes, parce que le bobo est attaché au quotidien, il est ça. Et il va au marché, donc il remplace la messe du dimanche par le marché. Donc tout ce qui est, je vous disais, tout ce qui est, il a le sens du rituel. Hein. Donc il va acheter chez son fromager, son petit, ou même il va à la ferme, c'est mieux. Acheter son petit fromage de chèvre. Et donc là, Céline, elle raconte voilà, qu'elle a commencé à jouer de la guitare, elle apprend de la guitare, et puis... c'est quoi ça, celui-là? Non, c'est une autre vidéo.
Ah mince. Ah oui, d'accord. Ah, bah attends, je vais te copier-coller. Bref, on va écouter que le début, je ne veux pas vous imposer ça plus longtemps. Mais en tout cas, oui, elle raconte les petits détails de la vie quotidienne. Et elle a l'impression de philosopher. Voilà. Donc c'est gentil, c'est pas profond. Et ça se fait passer pour de l'humilité. Bon, en attendant Céline, alors je continue. Toujours dans la parodie, enfin, c'est le pastiche plutôt, parce qu'il n'y a pas de visée parodique. Le pastiche des rituels catholiques. Le bobo, donc, un autre des codes, c'est les habits blancs. Si vous regardez les catalogues Ikea ou les pubs de parfum, même Fahrenheit, ils sont tout en blanc. Dans les réserves là, touristes, ils aiment bien les maisons peintes en blanc, très 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 simple, déco très très simple, et ils sont toujours habillés en blanc. Donc c'est une forme de recherche aussi d'innocence, mais voilà, sans Dieu. Autre code bobo pour la déprime spirituelle, les bougies. Donc comme je vous disais, c'est assez drôle parce que alors j'ai assisté il n'y a pas très très longtemps à un mariage hyper bobo. Une amie qui était catho et qui est devenue anti-église, et je l'ai vue à son mariage, je l'ai sentie à son mariage. Elle a repris le symbole des bougies, mais pour non plus en référence à Dieu, mais elle l'a finalement vidé de son essence. Du coup, on s'est retrouvés tous dans l'église à allumer la bougie de son voisin. So what? Quel est le sens? Quel est le sens? C'est-à-dire que voilà, on a le rituel vidé de sacré. Donc, les bougies, ben voilà, il y a plein de pubs, plein de films où le personnage, voilà, il fait l'amour dans son lit avec sa compagne, entouré de bougies, ou alors il prend son bain entouré de bougies odorantes. C'est pas en soi le geste de faire des bougies, de mettre des bougies. Vous avez peut-être des bougies chez vous, ça fait pas de vous des bobos. Ce que je veux dire, c'est que il y a comme un esthétisme spirituel, mais qui a vidé. Qui a gardé la beauté, mais sans la lier, enfin, sans la connecter avec l'humain, sans la connecter avec Dieu. Du coup, ça devient complètement naze. Et on se regarde, ça devient narcissique. Voilà. Bon, Céline n'avait pas venir. Hein. Alors, autre code de la déprime spirituelle, autre code bobo, les barbus. Alors, si vous regardez bien, enfin, pour ceux qui s'y connaissent, tous les... il y a maintenant la barbe de 3 jours, là je ne l'ai pas, mais la barbe de 3 jours, qui faisait un peu prof socialo de lettres. Maintenant, enfin c'était plutôt le collier de barbe. Là maintenant, on a vraiment la barbe qui revient à fond, et je pense que c'est une imitation aussi de Jésus. Même si ceux qui le font ne vont pas voir aussi loin. Mais voilà, je suis Robinson Crusoe, je me délaisse, je suis free, je suis libre dans ma tête, et je suis pas comme les autres. Je suis même peut-être divin. Je suis même peut-être divin, mais voilà. La barbe, quand je vous dis que c'est un code qui n'est pas qu'une mode, c'est que, par exemple, tous les rédacteurs en chef de la presse homo ou des médias homosexuels, ils sont tous barbus. Tous. Et d'ailleurs, dans mon code bobo là, de mon dictionnaire, j'ai mis des photos pour montrer. Là, le rédacteur en chef, il s'appelle... comment il s'appelle bon, vous irez voir. Vous tapez rédacteur en chef têtu, vous allez voir, ils sont tous barbus. Donc, il y a quelque chose de... Voilà. De la barbe décontracte, qui fait pas homo, qui fait viril. Et puis... qui nous met au statut à la fois de bon sauvage et de Christ. Mais là, ils étaient barbus dans l'extrait que vous avez vu. Autre code bobo, et puis qui renvoie aussi à la déprime spirituelle, c'est le vent. Beaucoup de références au vent. Pour moi, c'est la représentation du désir qui s'en va. Ou qui part dans tous les sens, comme un vet de lapin. Il y a quelque chose, voilà, on regarde le vent, on se laisse aller au courant. On
on se laisse aller au courant. Et le vent, ça revient tout le temps. Tout le temps. Donc, vous allez voir dans les extraits que je vais vous présenter si ça t'ajoute. Ensuite, autre code bobo, le globetrotter. Donc, le bobo, c'est quelqu'un qui voyage, qui va à la rencontre du pauvre. Mais juste pour le prendre en photo. C'est-à-dire que... Et pour taper sur... ou pour pleurer sur ces salauds d'occidentaux. Parce qu'en fait, le bobo, s'il voyage, son corps se déplace, mais pas son cœur. Et il va, en général, se servir de ce qu'il a vécu, même parfois en aidant les personnes, pour taper sur ces occidentaux qui We Feed the World, Yann Arthus Bertrand, qui se servent en fait des images de pauvreté pour dire après, mais de toute façon, moi j'ai touché la misère du doigt, vous n'avez rien à dire. Hein? Donc c'est un humanisme très agressif chez le bobo. Donc il est globetrotter, mais il se sert de ses voyages pour faire un chantage. Et ça peut nous arriver à tous d'être comme ça. Autre code, la nature me domine. C'est-à-dire que chez le bobo, on n'est pas du tout dans la conception de la nature comme nous l'enseigne la Bible, où l'homme est maître et doit dominer la nature. Là, on a une nature qui est représentée chez les bobos comme une nature méchante qui va nous dépasser, ou alors qui est virtuelle, mais en tout cas, c'est pas la vraie nature. Ceux qui ont vu Avatar dimanche dernier, ce que je me suis dit, effectivement. C'est un film très très bobo, c'est-à-dire très misanthrope. Les humains, c'est les méchants. En revanche, on défend une nature, donc il y a une intention écologique, mais qui n'est pas écologique, qui n'est au fond pas écologique, parce que on est dans une nature virtuelle, cybernétique, et que de toute façon, si on ne respecte pas l'homme, on ne respecte pas non plus la nature, et vice-versa. Et que là, un film qui à la fois défend la nature, l'indigène, le bel indigène, mais qui détruit l'image de l'homme, finalement détruit aussi la nature. On ne peut pas... l'homme et la nature sont en interconnexion. Donc on ne peut pas défendre l'un et détruire l'autre. Quelque chose qui ne va pas. Et donc le bobo nous présente une nature toute puissante. Donc voilà, une nature toute puissante, mais en général qu'il sacralise tellement que finalement il disparaît dedans et qu'il devient nature. Il devient cosmos. C'est voilà, je fonds. C'est un peu bouddhiste, un peu hindouiste, un peu tout ce qu'on veut. Toutes ces philosophies où voilà, avant j'étais un arbre et dans une vie antérieure j'étais un arbre et puis bientôt je deviens une mouche quoi. Donc c'est en fait très très irrespectueux de la personne humaine et très irrespectueux de la nature. Mais vous verrez comment on représente la nature. Donc ce fascisme vert, c'est un fascisme vert qui en apparence est écologique, mais comme il détruit l'homme et comme il méprise l'homme, finalement il n'est pas écolo. Toutes les dérives qu'on voit chez Greenpeace, ou même ces films culpabilisants à la Yann Arthus Bertrand, vous savez, ces pubs où on nous montre un désert d'eau salée, à cause de l'homme, donc on tape sur l'homme en disant voilà, c'est ta faute, t'es content hein. Donc on prend le cliché, ces écolos-là prennent le cliché en disant ben voilà, t'es content hein. À mon avis, ils ne font pas de bien parce qu'ils méprisent l'homme. Le vrai écolo, c'est celui qui, oui, met en garde contre les désastres naturels, écologiques, etc., mais qui a compris que l'amélioration ne se ferait pas sans l'amour de l'homme. Et là, on est loin du compte. On est très loin du compte. Donc, cette nature imposante. Ces petits riens. C'est hyper intéressant. Elisa dedans, petit jaune écran fort. Je prends la guitare. Parce qu'il y a plein de chansons maintenant
Mais c'est dans la suite en fait. Je vous dirai ça après. Et c'est des listes. C'est des listes. La personne croit philosopher quand elle fait une liste de ce qu'elle aime et de ce qu'elle ressent. Donc là, Céline Dion pense nous parler d'amour. Ah oui, au fait, je t'aime encore. C'est la conclusion. Et avant, elle nous a juste dit ce qu'elle a acheté au marché ce matin, les tulipes qu'elle a plantées. Voilà, c'est un bal de sensations qui ne sont pas de la réflexion, qui sont juste du ressenti. Et on sait que les goûts, c'est ce qu'il y a de moins universel. C'est ce qu'il y a de plus extérieur à nous et de moins universel. Donc, c'est pas profond. Parce qu'on voilà, ne peut pas imposer ses goûts, chacun ses goûts. Mais là, voilà. Donc, et c'est, on va dire que voilà, le bobo nous sert sa bouillie de sensations en nous faisant croire que c'est profond. C'est ça qui va nous aider à vivre. Donc, on n'a plus la foi. On n'a plus Dieu, on n'a plus du contenu. Par exemple, moi j'écoute l'évangile, j'ai du contenu, hein, ça, il n'y a pas de souci. Non, on écoute Céline Dion qui nous raconte ce qu'elle aime. Merci Céline. Voilà. Alors, donc autre code, le bouddhisme, je vous en ai un petit peu parlé. Tout ce qui est New Age, c'est-à-dire philosophie, qui n'est pas une religion, qui est plutôt une hygiène voilà, spirituelle, la recherche de bien-être, la religion de l'ego. Et d'ailleurs, il y a des spécialistes du bouddhisme qui disent que c'est la religion de l'ego. Et je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'on essaye d'éteindre le désir et d'éteindre l'ego pour tout supporter. Mais on n'est pas du tout dans la recherche du bien commun, dans l'amour de l'autre. Autre code, le tatouage. Là maintenant, c'est vous tapez le couple par exemple sur le moteur de recherche Google, vous avez plein de couples, d'images de personnes tatouées et puis qui se tatouent genre c'est la moitié d'un cœur là et la moitié d'un cœur de l'autre ou qui se tatouent là. Donc le tatouage est un signe d'esclavage, hein, je le rappelle. C'est pas ça peut être beau mais dans certains contextes très très précis. Je pense, j'en ai entendu parler il n'y a pas très très longtemps de ces Coptes en Égypte qui ont tatoué la croix. En fait, c'est beau quand c'est Dieu, quoi. Mais sinon, le tatouage, c'est un signe de servitude. Et là, on est dans une servitude, mais librement consentie. On se tatoue l'amour ou des belles idées un peu abstraites sur le corps, mais bon, on nie quand même la différence des sexes. Ça ne nous empêche pas de... Donc on se tatoue sur le corps, mais on nie la dimension incarnée de l'amour. C'est quand même paradoxal. Alors, autre code bobo très important, le silence. Attention. Le silence. On part du principe, le bobo part du principe que le silence, c'est génial, c'est profond. Il n'a jamais pensé qu'il y a des silences qui sont plats, il y a des silences vides, il y a des silences non. Donc ça, franchement, pour moi, ça c'est une des plus grandes parodies de la religion. Et voilà, c'est... non mais le silence, voilà, c'est... Moi je dis même pas je t'aime, ça se passe de mots, on se tait, quoi. Alors, il y en a, ils peuvent se taire longtemps, parce que s'il n'y a pas de contenu, si le silence n'est pas rempli, c'est une cata. C'est une cata. Parce que, du coup, c'est de l'ennui. C'est de l'ennui. Mais voilà, il y en a beaucoup, dans nos chanteurs actuels, hein, beaucoup, qui, voilà, disent, voilà, on est en silence, et pas besoin de parler, voilà. Merci les gars. Et donc, silence et pudeur, ils sont considérés comme sacrés en soi, ce qui est faux. La pudeur, ça peut être une lâcheté, et souvent c'est une lâcheté. Et puis là, par exemple, il y a une chanson de Pauline. On va pas la passer tout de suite, mais après, on va la passer parce que souvent, il y a 3 clips, mais c'est quasiment des copier-coller. Je vous montrerai, c'est les mêmes ingrédients. Ils font un déménagement, c'est 2 gars et une fille, ils ont des bougies, ils parlent du silence. Et à un moment, Pauline, donc elle vient de sortir une chanson, c'était de cette année, où elle dit... voilà, car la pudeur me définit, la pudeur... je ne retrouve plus les paroles. Oui,
à moi l'innocence. Elle dit à un moment donné, et à moi l'innocence. C'est-à-dire qu'elle se tait, alors que quand même, enfin, on n'a pas le droit de se taire quand il y a de la souffrance, quand il y a des injustices. On n'a pas le droit, donc dire que le silence en soi est positif, c'est très grave, moi je trouve ça très grave, et quelque part ça donne une illusion de sainteté, d'innocence. Je me tais. Je me tais comme ça, je ne prends pas la responsabilité ni de ce qui m'entoure, ni de ce que j'ai à en dire, ni de mes propres mots. Donc c'est une illusion d'innocence, mais qui est très tenace actuellement. Il y a même des films où c'est sans bruit. Tout d'un coup, on n'entend rien. Aucune bande-son. Même pas les effleurements. Donc ça se veut... Enfin, c'est des films un peu expérimentaux, mais ça se veut le fin du fin de la... Voilà, c'est... comment on appelle ça, un poète, il a l'inspiration, voilà. C'est le fin du fin de l'inspiration. Alors qu'en fait, il n'y a rien de dit, il n'y a aucun message dans le film, on se fait chier. Il n'y a rien, il n'y a pas de message. Mais voilà, non, silence. Tu n'auras rien à dire après. Il n'y a rien dedans. C'est vachement puissant. Et c'est tellement puissant même que ça se passe de mots. Et maintenant, il y a des artistes, je vous assure, hein, moi j'ai assisté à des séances, des avant-premières de films, le réalisateur ne dit rien. Même lui poser des questions, c'est non mais... Il se retourne contre les journalistes et leur dit non mais attendez, mais... Allô quoi Vous me posez des questions, mais est-ce qu'on peut parler de l'art? Même cette œuvre-là ne m'appartient pas, je suis Deus ex machina, enfin, c'est sorti tout seul, je n'ai même pas de mots pour décrire ce que j'ai fait. Elle n'est même pas à moi, ça me dépasse, enfin, c'est l'inspiration, c'est divin. Et donc, ils trouvent même étrange qu'on leur pose des questions sur le sens d'une œuvre. Il n'y a pas... Je vois que madame rigole devant ça. Pour eux, l'art ne se discute pas, la morale n'a pas de place dans l'art, et il n'y a pas de bien ou il n'y a pas de mal, et ça ne se discute pas. Silence. Donc par l'art, et par cette promotion du silence, quelque part il y a de la censure aussi. Et ça c'est beaucoup plus grave. C'est-à-dire qu'on nous dit, en gros, quelque chose, un objet ou une œuvre a un statut artistique, donc, chut, vos gueules. Puisqu'on ne critique pas l'art. Il n'y a pas de place à la morale dans l'art. Proust tenait déjà le même discours. C'est d'ailleurs, avec Sainte-Beuve, leur discussion c'était sur ça. Alors, ils ont une discussion sur ça. On ne critique pas l'art. Donc, il y a une forme de censure dans cette promotion aussi. Donc, ils miment la censure, ils ne la dénoncent pas, et puis surtout, ils nous l'imposent. Oh là là, qu'est-ce que je suis bavard. Alors, sifflement, autre code, sifflement et xylophone puéril. Vous savez, un peu à la Amélie Poulain. Je vais vous montrer. Attendez. Christmas Song. En fait, j'ai pas mis le lien, tu peux le chercher sur YouTube. Donc, ça, là, quasiment dans toutes nos pubs, on a ça. C'est-à-dire, ou le début des clips, quelqu'un qui siffle. Moi, je sais pas siffler. Je suis désolé. Quelqu'un qui siffle, et puis un petit peu enfantin. Donc, il y a une forme d'infantilisation qui est faite par les pluies, notamment. Christmas Song. Christmas, ouais, comme Noël. Avec un T. Je parle pas anglais. Christmas Song Cocoon. C'est Cocoon. C-O-O-N. Donc, là, pareil, donc c'est minimaliste. On nous infantilise. Et donc dans plein de pubs maintenant, que ce soit Auchan, on a ces petites musiques-là qui font un peu penser d'ailleurs aux spots publicitaires des années 60 aux États-Unis, hein, avec les pin-up. Donc on retrouve ce style-là. Et là, pareil, ça rentre dans la propagande bobo qui nous prend pour des cons, mais avec le sourire et avec la nature. Enfin, voilà. Toujours les bonnes intentions écologiques. J'ai fait une traduction française. Très bien. Là, c'est pas vraiment le cliché. Voyez, donc, petit xylophone, petit banjo. Ça, vous avez ça dans quasiment toutes les pubs. Et
là, ça pourrait, vous voyez, vous imaginez, vous fermez les yeux, si je vous dis que c'est une pub, ça vous étonne pas. Et puis après, on vous vend, non, il n'y a pas besoin de formation. Avec une voix très bisexuelle, c'est-à-dire un homme et une femme qui chantent en même temps. Et après, on vous vend une bagnole, donc le truc qui n'a rien à voir. C'est bon. Non mais vous voyez, enfin, il y a des codes, ça s'analyse tout ça. C'est pas anodin. Alors, et c'est la première fois que j'en parle. J'en ai gros sur le cœur. Ça me fait du bien. Vous peut-être pas, mais bon. Autre chose. Autre code proche aussi de la déprime spirituelle, parce qu'on a fui Dieu, c'est la voix off. Alors là, donc autre code bobo sur la déprime spirituelle, c'est l'optimisme. Le bobo est optimiste, mais il n'est pas dans l'espérance. C'est très différent. Donc il a l'air positif comme ça, il est optimiste, mais l'optimiste, c'est pas quelqu'un qui affronte le réel. L'espérance, c'est ce qui nous permet de dire que la vie est plus forte que la mort, mais en regardant la mort en face, en regardant la souffrance en face. Alors que l'optimiste, comme dit Xavier Lacroix, c'est celui qui regarde le monde avec des lunettes roses. Donc, il est positif, mais sans regarder le monde, sans le réel. Et donc, sans regarder non plus la victoire de la vie sur la mort, puisqu'il nie la mort. Donc, le bobo, il a des messages très optimistes. Là, j'ai fait partie du TEDx Salon. C'est un concept qui vient des États-Unis où on valorise des projets de personnes. Ça doit être apolitique, religieux. Donc déjà, c'est très optimiste. Et le thème du TEDx Salon, là, donc il nous filme sur des projets d'entreprise, etc. Il nous filme pendant un quart d'heure sur des speeches. Hein, donc c'est des speeches scénarisés et filmés. Et le dernier TEDx Salon, c'était sur l'optimisme. L'optimisme. Et j'ai trouvé ça, mais enfin, finalement, il s'empêche de penser. Dans ce salon-là, il s'empêche de penser parce qu'on ne peut pas faire de référence à quelque chose de négatif, ou dès que ça commence à être de la dénonciation ou du rappel au réel ou aux souffrances, tout de suite, c'est considéré comme dangereux. Donc l'optimiste, c'est quelqu'un qui, sous son apparence positive, ne veut pas, peut être extrêmement violent. D'ailleurs, moi, alors, j'ai témoigné au TEDx Salon. Tout le monde m'avait encensé. Et c'est la seule vidéo qui n'est pas passée. Parce que ce que je disais sur l'homosexualité, ça n'a pas été supporté, c'était trop négatif. Donc, en fait, ils ont gardé que au TEDx, ceux qui étaient optimistes, c'est-à-dire qui ont fait des présentations sur, par exemple, il y en avait un, il avait des bananes, et il nous a appris à tous à mettre la banane pour faire un sourire et à se prendre en photo. Donc, la positive attitude de Laurie. Donc, on n'est pas dans une attitude chrétienne d'espérance, qui croit en la force de la vie, mais tout en reconnaissant concrètement les limites du réel, la souffrance. On est juste dans puisque je veux le bien de tout le monde, le malheur n'existe pas. Le mal, la maladie n'existe pas. Et on doit tous sourire. Donc c'est hyper violent parce que c'est de la censure. Et parce qu'en plus c'est de la censure avec un sourire. Pour moi, vraiment, la tolérance et l'optimisme, c'est les pires fléaux actuels. Donc, oui, les gens sont optimistes. Parce qu'en fait, ils dépriment. Et ils ne sont pas dans l'espérance, en revanche. Regardez, voix off. Égalité. Préjugés. Innocence. Refuge. Oppression. Liberté. Toi, moi, nous sommes égaux. Alors en fait, sur le schéma belge,
Là, c'est Ricky Martin. Et puis là, il défend à fond le couple homo, etc. Ricky Martin, là, je vous ai bien traduit et mal traduit, parce que somos iguales en espagnol, je suis prof d'espagnol. Ça veut dire nous sommes égaux et nous sommes pareils. Hein. Donc, c'est un mot qui a un double sens en espagnol. Mais, voyez, on pourrait entendre, comme dans les mauvais cours de caté qu'on nous faisait, liberté, partage, amour, alors qu'on n'explique pas. Merci Seigneur. On n'explique pas, on est dans du slogan et on n'explique pas la réalité qu'il y a derrière ou ce que ça implique. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a des slogans tolérance, discrimination, homophobie, voilà, ça veut rien dire, et puis mais en revanche c'est des slogans qui sont quand même manichéens, hein, qui jugent, c'est-à-dire qui posent des étiquettes, ceux qui pensent pas comme nous, c'est méchant, hein, c'est méchant chaud. Donc cette voix off qui est un dégueulis de beaux slogans, est en fait particulièrement violente. Parce que ce sont des mots d'or. Et que si vous regardez par exemple nos dirigeants, là qui ont fait voter le mariage pour tous, ils n'ont fonctionné que par ces mots-là. Égalité, discrimination, justice, république. Donc c'est des mots droits. C'est des mots qui pourraient faire partie qui font partie d'un espèce de lavage de cerveau qui provient de ces voix off qui nous serinent avec des mots comme ça, des mots-clés qui font bien, qui font publicitaire, mais les gens ne savent pas ce que ça veut dire. C'est des messages subliminaux. Donc cette voix off, qui est très bobo, vous regarderez, elle revient, elle est très très présente. D'ailleurs, c'est une des premières vidéos, tout là-haut, c'est la pub Levi's. Bon, on va attendre un petit peu. Donc l'optimisme, je vous expliquais un petit peu, qui est une idéologie vraiment, d'une société et d'un monde qui déprime. Vieux marin breton, le vieux marin breton, il y a souvent le vieux, donc une mise en scène de l'intellectuel ou de l'artiste en général de gauche. Pourtant moi je suis de gauche, mais là c'est vraiment le gauchiste, c'est-à-dire celui qui se met en scène avec un vieux, avec un papy, qui va remplacer le Christ et qui va avoir un côté sage, non répertorié, non agréé, et qui va être même plus sage que le Christ. Alors, il y a une autre chanson, mais je veux pas vous la faire écouter, mais ça s'appelle Contes, vents et marées, des ogres de Barbac. C'est un groupe vraiment super bobo. Et on retrouve d'ailleurs Contes, vent, donc le vent et marée, on retrouve vraiment. Et à un moment, le gars, voilà, il va dans un bar et puis il découvre la vie grâce à un vieux qui traînait là. Voilà. Donc il se laisse enseigner, donc c'est une mise en scène, il se laisse enseigner par le vieux marin breton. Voilà. Donc c'est un cliché et le marin, enfin c'est le papy mais un peu incorrect, qui bouffe du curé, qui boit, qui fume, quand on n'a rien à faire de comment il va vieillir. Enfin, vous voyez, c'est le papy anticonformiste. Ou alors le sage bouddhiste, le vieux qui nous apprend la vie. Donc c'est plus le prêtre, c'est plus le Christ, celui qui a remplacé le prêtre, c'est le vieux papy. C'est exotique. Autre code bobo, vive le vieux. Donc c'est pas les vieux, parce qu'en fait les vrais vieux, on s'en fout. La tradition, surtout pas. L'héritage, non. Le bobo s'est créé lui-même. En revanche, il aime bien le vieux. C'est-à-dire le vieux campeur, les vieilles pierres, les vieux jeans, les antiquités, le marché, tout ce qui est vieux, le vieux, le style vieux. En revanche, les vrais vieux, ses parents, ses grands-parents, non. Mais le vieux, le style vieux, il y a.
C'est bon? Your life is your life. Votre vie est votre vie. Don't let it be clubbed into dang submission beyond the watch. There are ways out. There is light somewhere. It Alors, toujours, donc la voix Tree of may Life. not be much light, but it beats the darkness. Beyond. Faut lâcher l'affaire, mon ami. C'est bon. J'adore. Je vais m'occuper de vous. Puis c'est tout. J'adore. On a la voix. Mais dans beaucoup de films, c'est ça. De films yougoslaves, tournés en Iran, dans des contrées super loin. You need that in life sometimes. And the more often you learn to do it, On s'éclate. the lighter it will be. Your life is your life. Ta vie est ta vie. Know it while you have it. You are marvelous. Tu es merveilleux. The gods wait to delight in you. C'est une voix off qui anesthésie, qui rassure. Tout le monde est génial. Tout le monde est génial. Sois toi-même. Cultive ton style. Be yourself. Et achète un jean après. Voilà, donc ça nous caresse dans le sens du poil. Et c'est une voix qui nous berce, qui propose aussi des formules tautologiques, qu'on appelle tautologiques, c'est-à-dire qui se répètent. Ta vie est ta vie. Et après, on voit qu'en fait, c'est juste du United Color bande de cons. En gros. C'est-à-dire, on nous présente des belles cartes postales, mais il n'y a pas de référence autre, enfin, il n'y a pas de référence à une transcendance autre que la conscience individuelle. C'est ça en fait. Donc, on est en apparence dans quelque chose de beau et de spirituel, mais comme il n'y a pas de référence à Dieu, tout est renvoyé au ressenti et à la conscience individuelle de la personne, et du coup, on n'est pas du tout décentré, et les messages sont indigents. Il n'y a pas de message. On continue. La mer, donc la mer. En fait, le vent et la mer, tous les espaces de l'infini, mais en même temps qui ne sont pas vraiment délimités, sont des espaces bobos. C'est-à-dire où il n'y a pas de limite, quoi. Donc c'est normal que la mer, souvent, le personnage bobo se représente face à la mer. À discuter. Des fois, ils se marient face à la mer, les mariages bobos, on fait la messe sur la plage. Voilà. La mer a une place très importante, mais je crois que c'est encore une fois le signe d'un désir qui se dilue, quoi, qui n'a pas trouvé son canal. Donc, face à un espace de l'infini, comme le ciel, comme la mer, comme le vent, et de l'invisible, on déverse son désir parce qu'on ne sait pas à qui le donner, quoi. Alors, troisième point, la déprime esthétisée, pseudo-artistique. Alors, autre cliché bobo, la promenade chorégraphique urbaine nocturne. Là, on en a vu une. Souvent, le personnage bobo, et dans les romans, c'est souvent le cas, il se fait décrire en train de se balader dans la rue, dans une ville, c'est très important, pour éprouver sa solitude, et pour se dire, voilà, ouais, je suis tout seul. Et c'est triste, et c'est beau, parce que c'est triste. Donc, il y a plein de films comme ça où le personnage se raconte, on voit d'ailleurs, il y a souvent une voix off, il se raconte en train de regarder les petits bonheurs de la ville, et en même temps il déprime. Donc c'est une forme de déprime, mais esthétisée sous forme de promenade chorégraphique. Et comme maintenant on est dans un monde qui, en effet, nous a fait croire que notre vie était un clip, il y a beaucoup de gens, ils marchent, bon déjà ils ont les écouteurs dans les oreilles, donc ils ont encore plus l'impression d'être dans un clip quand ils marchent dans la rue, mais beaucoup sont dans... Voilà, c'est le néo-romantisme. On a l'impression d'être un artiste dans son clip. Et c'est terrible parce que du coup, chacun s'isole. Chacun s'isole parce que non, le monde autour de nous ne fonctionne pas selon nos codes esthétiques, artistiques, musicaux. Donc en fait, c'est un isolement. C'est une illusion d'isolement. Et il y a pas mal de pubs